Chapitre 9. Duel à minuit. Harry avait toujours cru qu'il était impossible de rencontrer quelqu'un d'aussi détestable que Dudley. Mais c'était avant de faire la connaissance de Drago Malfoy. Les Gryffondors pensaient n'avoir que les cours de potions en commun avec les Serpentards. Hélas, une note au tableau d'affichage les informa que les cours de vol sur balai étaient également en commun entre les deux maisons. On ne pouvait pas rêver mieux, marmonna Harry. Je n'attendais que ça, me ridiculiser devant Malfoy en essayant de manier un manche à balai. Les leçons de vol étaient celles qui l'attendaient avec le plus d'impatience. « Qui te dit que tu vas te ridiculiser ?» répondit Ron. Excuse-moi. Je sais que Malfoy se vante toujours d'être un grand joueur de Quidditch, mais ça ne coûte rien de lui dire. Il faudrait voir sur le terrain. Il est vrai que Malfoy parlait beaucoup de balais volants. Il racontait sans cesse des histoires dont il était le héros et qui se terminaient invariablement par une poursuite haletante à l'issue de laquelle il échappait de justesse à un hélicoptère piloté par des moldus. Il n'était d'ailleurs pas le seul à se vanter. À l'en croire, Seamus Finnegan avait également passé le plus clair de son enfance à faire des acrobaties aériennes en pleine campagne. Bonne nuit. Ciao ciao, Sis. Merci pour les games. Même Ron racontait à qui voulait l'entendre qu'il avait failli entrer en collision avec un deltaplane alors qu'il pilotait le vieux balai de Charlie. Tous les élèves issus de familles de sorciers parlaient sans cesse de Quidditch. Ron avait déjà eu une longue dispute avec Dean Thomas, qui partageait leur dortoir à propos du football. Ron ne voyait pas ce qu'on pouvait bien trouver d'intéressant à un jeu qui ne comportait qu'une seule balle et où il était interdit de voler. Un soir, Harry avait surpris Ron en train de tapoter une affiche de Dean représentant l'équipe de football des West Ham pour essayer, en vain, de faire bouger les joueurs. Ok, j'articule. Pardon, Marcello. C'est bien, on est super pour l'appareil photo. Génial. Je te remercie. Oh, t'es vraiment ça, petit con, hein. C'est un peu fort. Je suis désolée, c'est un peu fort, je vais baisser. Coucou Marcello. Merci pour le follow de Locke. Bienvenue. Et Rakuta. Neville, en revanche, n'était jamais monté sur un balai. Sa grand-mère s'y était toujours opposée. Harry songeait en son fort intérieur que c'était une sage décision, étant donné le nombre incroyable d'accidents que Neville avait déjà eus dans sa vie en restant les deux pieds sur terre. Quant à Hermione, elle redoutait autant que Neville la première leçon de vol, car c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas apprendre par cœur dans un livre, et pourtant elle avait essayé. Le premier cours de ballet volant devait avoir lieu le jeudi. Au petit déjeuner, elle leur infligea les stupides conseils en matière de vol qu'elle avait trouvés à la bibliothèque dans le livre intitulé « Le Quidditch à travers les âges ». Neville buvait ses paroles, dans l'espoir d'apprendre quelque chose qui pourrait l'aider à tenir sur un balai, mais tous les autres furent ravis que l'arrivée du courrier interrompe la conférence d'Hermione. Bon courage ici pour le rush VIP. Harry n'avait pas reçu la moindre lettre depuis le petit mot de Hagrid, ce que Malfoy avait tout de suite remarqué. Le hibou grand-duc de celui-ci lui apportait sans cesse des colis de bonbons qu'il ouvrait avec jubilation à la table des Serpentards. Ce matin-là, un hibou apporta à Neville un paquet que lui envoya sa grand-mère. Il ouvrit fébrilement et montra à tout le monde une boule de verre de la taille d'une grosse bille qui semblait remplie de fumée. « C'est un rappel-tout, expliqua-t-il. Ça sert à se souvenir de ce qu'on a oublié de faire. Ma grand-mère me l'a envoyé parce qu'elle trouve que je suis étourdie. Regardez, il suffit de la tenir dans sa main, comme ça, et si on a oublié quelque chose, il devient rouge. » Neville fronça les sourcils.
Dans sa main, la boule était devenue écarlate. Pendant qu'il essayait de se rappeler ce qu'il avait oublié, Drago Malfoy passa près de la table des Gryffondors et prit le rappel-tout des mains de Neville. Harry et Ron se levèrent d'un bond. Ils n'auraient pas été mécontents d'avoir un prétexte pour se battre avec Malfoy, mais le professeur McGonagall accourut aussitôt. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle. « C'est Malfoy, il m'a pris mon rappel-tout » gémit Neville. Malfoy fit une grimace et laissa tomber la boule de verre sur la table. « Oh, c'était simplement pour jeter un coup d'œil » dit-il avant de s'éloigner en compagnie de Crabbe et Goyle. À 3h30, cet après-midi-là, les élèves de Gryffondor sortirent dans le parc pour se rendre sur le lieu de la première leçon de vol. Le ciel était clair et les vastes pelouses ondulaient sous une faible brise. Le terrain se trouvait du côté opposé à la forêt interdite, dont on voyait les arbres se balancer au loin. Les Serpentards étaient déjà là, ainsi qu'une vingtaine de balais soigneusement alignés sur le sol. Harry avait entendu Fred et George se plaindre de la qualité des balais de l'école qui se mettaient à vibrer quand on volait trop haut ou qui tiraient un peu trop à gauche. Madame Bibine, le professeur de vol, arriva bientôt. Elle avait des cheveux courts et gris et des yeux jaunes comme ceux d'un faucon. « Alors, qu'est-ce que vous attendez » aboya-t-elle. « Mettez-vous chacun devant un balai. Allez, dépêchez-vous » Harry jeta un coup d'œil à son balai. Il était vieux et pas en très bon état. « Tendez la main droite au-dessus du balai, » ordonna Madame Bibine, « et dites « Debout !»« Debout !» crièrent les élèves à l'unisson. Le balai de Harry lui sauta aussitôt dans les mains, mais ce fut un des rares à le faire. Celui d'Hermione Granger fit simplement un tour sur lui-même et celui de Neville ne bougea pas. J'ai cru que c'était Neville qui parlait. Désolée, mes voix sont pas ouffissimes, je le sais. Les balais étaient peut-être comme les chevaux, songea Harry. Quand on en avait peur, il le sentait et le tremblement de la voix de Neville indiquait clairement « Merci Tom DFG pour le follow. » Il sentait probablement le tremblement de la voix de Neville qui indiquait clairement qu'il aurait préféré garder les 2 pieds sur terre. « Salut Mathéo !» Madame Bibine leur montra ensuite comment enfourcher le manche sans glisser. Elle passa devant chacun pour corriger la position et Harry et Ron furent enchantés de l'entendre dire à Malfoy qu'il tenait très mal son balai. « Et maintenant, dit le professeur, à mon coup de sifflet, vous donnez un coup de pied par terre pour vous lancer. Frappez fort. Vous tiendrez vos balais bien droits, vous vous élèverez d'1 ou 2 mètres et vous reviendrez immédiatement au sol en vous penchant légèrement en avant. Attention au coup de sifflet. 3, 2... Mais Neville était si nerveux et il avait si peur de ne pas réussir à décoller qu'il se lança avant que Madame Bibine ait eu le temps de porter le sifflet à ses lèvres. « Redescends, mon garçon !» ordonna-t-elle. Merci, Omnibus. Mais Neville s'éleva dans les airs comme un bouchon de champagne. Il était déjà à 3 mètres. Il monta jusqu'à 6 mètres. Harry vit son visage se décomposer tandis qu'il regardait le sol s'éloigner. Il eut un haut le cœur, glissa du balai et... Bam ! Il y eut un bruit sourd, puis un horrible craquement et Neville se retrouva face contre terre, le nez dans le gazon. Son balai continua de s'élever de plus en plus haut, puis dériva lentement vers la forêt interdite avant de disparaître à l'horizon. Madame Bibine était penchée sur Neville, le teint aussi pâle que lui. « Poignet cassé, murmura-t-elle. Allez, viens mon garçon, lève-toi, ce n'est pas grave. » Elle se tourna alors vers les autres élèves. « Personne ne bouge pendant que j'emmène ce garçon à l'infirmerie, dit-il. Et vous laissez les balais par terre, sinon je vous garantis que vous ne restez pas longtemps à Poudlard. » Neville, le visage ruisselant de larmes, la main crispée sur son poignet, clopina à côté de Madame Bibine qui le tenait par l'épaule.
Dès qu'ils se furent suffisamment éloignés, Malfoy éclata de rire. Vous avez vu sa tête à ce mollasson s'exclama-t-il. Les Serpentards éclatèrent de rire à leur tour. Tais-toi, Malfoy, lança sèchement Parvati Patil. Tu prends la défense de Londubat, Parvati. Ah pardon, j'ai cru que c'était... Non, excusez-moi. Tu prends la défense de Londubat, Parvati s'exclama Pansy Parkinson, la fille de Serpentard au visage dur. Je ne savais pas que tu aimais les garçons... que tu aimais les gros pleurnichards. Regardez s'écria Malfoy. Il se précipita soudain à l'endroit où Neville était tombé et ramassa quelque chose dans l'herbe. C'est ce truc idiot que sa grand-mère lui a envoyé, dit-il en montrant le rappel-tout qui étincelait dans sa main. Donne-moi ça, Malfoy, lança Harry d'une voix très calme. Tout le monde cessa de parler pour regarder la suite des événements. Malfoy eut un sourire mauvais. Je vais le laisser quelque part pour que ce pauvre Neville puisse le retrouver, au sommet d'un arbre par exemple. Donne ça s'écria Harry. Mais Malfoy avait déjà enfourché son balai et décolla aussitôt. Il n'avait pas menti en disant qu'il savait voler. Si tu tiens tellement, viens le chercher, Potter, cria-t-il en volant autour de la cime d'un chêne. Harry empoigna son balai. Non, cria Hermione. Madame Bibi nous a dit de ne pas bouger. Tu vas nous attirer des ennuis. Mais Harry ne fit pas attention à elle. Il enfourcha le balai, donna un grand coup de pied par terre et s'éleva à toute vitesse. L'air lui sifflait aux oreilles et sa robe de sorcière flottait derrière lui. Sorcier, pardon, flottait. Merci, Izzy. J'aime beaucoup faire Malfoy. Il ressentit une joie intense en découvrant soudain qu'il savait faire voler un balai sans avoir eu besoin d'apprendre. C'était quelque chose qui lui paraissait très naturel, très facile, et qui lui donnait une sensation merveilleuse. Lorsqu'il tira sur le manche pour monter encore un peu plus haut, il entendit s'élever de la pelouse les hurlements des filles qui le suivaient des yeux et une exclamation admirative de Ron. « Salut, Oumit !» J'avoue, moi aussi, j'aime beaucoup Harry Potter. Harry prit alors un virage serré pour faire face à Malfoy qui paraissait stupéfait. « Donne-moi ça !» s'écria Harry. « Ou je te fais tomber par terre de ton balai. » Ou je te fais tomber de ton balai. J'ai essayé d'inventer des trucs. « Vraiment ?» répliqua Malfoy qui essayait d'avoir l'air méprisant mais qui semblait plutôt inquiet. D'instinct, Harry savait parfaitement ce qu'il fallait faire. Il se pencha en avant, serra les mains sur le manche, et son balai fonça sur Malfoy comme un javelot. Malfoy parvint de justesse à éviter Harry, qui prit un virage en épingle à cheveux et fondit à nouveau sur son adversaire. En bas, des élèves applaudissaient. Malfoy, on dirait moi quand j'appuie sur mes narines pour faire une voix de mec. Enfin, ouais. Bah, Malfoy, il est méchant, parce qu'il a une mauvaise, éducation quand même, il a une éducation méchante. Mais plus tard, il mûrit. Alors, Malfoy, Crabbe et Goyle ne sont plus là pour te sauver la mise ? Lança Harry. Il sembla que Malfoy avait eu la même pensée. Attrape, si tu en es... Qui dit ça ? Non, c'est Malfoy qui dit ça. Attrape si tu en es capable, cria-t-il. Et il lança la boule de verre le plus haut possible. Comme dans un film au ralenti, Harry vit la boule s'élever dans les airs, puis amorcer sa chute. Il se pencha aussitôt en avant, abaissa le manche à balai et poursuivit la boule en fonçant vers le sol. Des cris se mêlaient au sifflement du vent dans ses oreilles, tandis qu'il fondait l'air à une vitesse vertigineuse. Soudain, il tendit la main et réussit à attraper la boule à une 50aine de centimètres du sol. Juste à temps pour pouvoir redresser le manche de son balai et atterrir en douceur sur la pelouse, en tenant le rappel-tout au creux de son poignet. Oui, parce qu'il mûrit, il grandit.
Mais je pense vraiment que dans les premiers livres, il est méchant. Harry Potter. Ah non, pardon, j'ai cru que c'était la foule. Harry Potter. Cette fois, ce fut son cœur qui sembla plonger dans sa poitrine à la même vitesse que le balai. Le professeur McGonagall coura vers lui. Harry se leva, les jambes tremblantes. Jamais, depuis que je suis venue à Poudlard. Elle était dans un tel état de choc qu'elle n'arrivait presque plus à parler et ses lunettes lançaient des éclairs furieux. Comment avez-vous pu oser? Vous auriez pu vous rompre le cou. Ce n'est pas de sa faute, professeur, intervint Ron. C'est Malfoy qui... Taisez-vous, Weasley. Venez avec moi, Potter. Harry aperçut Malfoy, Crabbe et Goyle, qui arboraient un air triomphant en le regardant partir sur les talons du professeur McGonagall. Harry savait qu'il allait être renvoyé. Il aurait voulu dire quelque chose pour se défendre, mais il avait l'impression que sa voix refusait de lui obéir. Le professeur McGonagall avançait à grands pas sans même le regarder et il lui fallait courir pour la suivre. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Merci Aurel Marie pour le follow. Avec sa Séraphine. Oui, c'est vrai, Humit. Je suis d'accord. En même temps, un livre, c'est tellement riche, tu peux pas mettre tout dans un film, quoi. Il n'avait pas tenu 2 semaines. Dans 10 minutes, il devrait faire sa valise. Que diraient les Dursley quand ils le verraient sur le pas de la porte? Il monta les marches de pierre, puis l'escalier de marbre. Le professeur McGonagall ne disait toujours rien. Merci Oumit. McGonagall, ouais. En vrai, je crois que je dis à chaque fois quelque chose de différent. On s'en fiche au fond, non? Elle ouvrait les portes à la volée et arpentait les couloirs. Harry sur ses talons. Peut-être l'emmenait-elle dans le bureau de Dumbledore. Il pensait à Hagrid qui s'était fait renvoyer, mais qui avait pu rester à Poudlard comme garde-chasse. Peut-être pourrait-il devenir son assistant? Il sentit son estomac se nouer à l'idée de voir Ron et les autres devenir sorciers, tandis qu'il serait condamné à suivre Hagrid en portant son sac. Bonsoir, Biquette. Le professeur s'arrêta soudain devant la salle de classe. Elle ouvrit la porte et jeta un coup d'œil par l'entrebâillement. « Excusez-moi, dit-elle au professeur qui donnait son cours dans la salle. C'était Flitwick, le professeur d'enchantement. Oui, Dragstar, moi aussi j'essaye de pas bégayer et tout, mais voilà. C'est du travail. Les livres où il y a le moins de personnes. Les lives, ouais c'est vrai, t'as raison Humit, je suis d'accord. Puis-je vous emprunter du bois quelques instants? Du bois? Avait-elle l'intention de lui donner des coups de bâton se demanda Harry déconcerté. Mais Dubois était en fait un élève de 5e année, un garçon solide qui avait l'air très étonné d'être ainsi arraché à son cours. « Venez avec moi tous les deux, dit le professeur McGonagall. Ils la suivirent le long du couloir. Dubois lançait à Harry des regards surpris. « Entrez là !» ordonna le professeur. Elle les fit entrer dans une classe vide où Peeves était occupé à écrire des gros mots au tableau. « Dehors, Peeves !» aboya-t-elle. Peeves lança la craie dans une corbeille et fila dans le couloir en poussant des jurons. C'est pas le livre qui te passionne, Biquette ? Le professeur McGonagall claqua la porte derrière lui et se planta devant les deux garçons. « Potter, je vous présente Olivier Dubois. Dubois, je vous ai trouvé un attrapeur. »
L'expression de Dubois passa de la surprise au ravissement. « Vous parlez sérieusement, professeur ?»« Très sérieusement, » répliqua sèchement le professeur McGonagall. « Ce garçon a un don, je n'ai jamais rien vu de semblable. C'est la première fois que vous montiez sur un balai, Potter ?»« Ah bah, c'est cool, Biquette. » Harry approuva d'un signe de tête. Il n'avait pas la moindre idée de ce qui se passait, mais apparemment, on n'avait pas l'intention de l'exclure. Il a attrapé cette boule de verre après une descente en piqué de 15 mètres, dit le professeur McGonagall, et il s'en est tiré sans la moindre égratignure. Même Charlie Weasley n'aurait pas été capable d'en faire autant. Dubois avait à présent la tête de quelqu'un dont le rêve le plus cher venait de se réaliser. « Tu as déjà assisté à un match de Quidditch, Potter ?» demanda-t-il d'une voix enthousiaste. T'énerve pas, Biquette. Dubois est le capitaine de l'équipe de Gryffondor, précisa le professeur McGonagall. Il a le physique parfait pour un attrapeur, dit Dubois qui tournait tout autour de Harry pour l'examiner en détail. Léger, rapide, il va falloir lui trouver un bon balai, peut-être un Nimbus 2000 ou un Asticker 7. Merci Nathan. Salut Eminem, oui je suis en vacances. Ça fait plaisir. Je vais aller voir le professeur Dumbledore pour lui demander si on peut faire une entorse au règlement et fournir un balai à un élève de première année. Dieu sait que nous avons besoin d'une meilleure équipe que celle de l'année dernière. Nous avons été littéralement écrasés par les Serpentards. Pendant des semaines, je n'ai plus osé regarder Severus Rogue en face. Le professeur McGonagall observa Harry d'un air grave par-dessus ses lunettes. « Je veux que vous suiviez un entraînement intensif, Potter. Si vous avez intérêt à vous donner du mal, sinon je pourrais revenir sur ma décision de ne pas vous punir pour ce que vous venez de faire. » Mais non, t'as pas raté la lecture, Babouche, je viens de commencer. Mais t'énerve pas, Biquette. C'est juste qu'on a cru que t'étais un charreau. Et les charreaux, c'est ban. Mais si t'en es pas un, y a pas de souci. Tu déranges pas. Puis elle eut soudain un sourire. « Votre père aurait été fier de vous, » ajouta-t-elle. Lui aussi était un excellent joueur de Quidditch. « Tu plaisantes ou quoi ?» C'était l'heure du dîner et Harry venait de raconter à Ron ce qui s'était passé avec le professeur McGonagall. Tiens. Allez. Tant pis. Merci Flasco pour le follow. Attrapeur ? S'exclama Ron. Mais les premières années ne jouent jamais. Tu vas être le plus jeune joueur depuis... un siècle, acheva Harry. C'est Dubois qui me l'a dit. Ron était tellement stupéfait qu'il en oublia de manger ce qu'il avait dans son assiette. Je commence l'entraînement la semaine prochaine, dit Harry. Mais ne le dis à personne, Dubois tient à garder le secret. Merci, bonne soirée, Biquette. Fred et George Weasley venaient d'entrer dans la salle. Ils se précipitèrent sur Harry. « Bravo !» dit George à voix basse. « Dubois nous a raconté, nous aussi on est dans l'équipe, comme batteur. »« Cette année, on gagne la coupe, c'est sûr !» dit Fred. « On n'avait jamais gagné depuis le départ de Charlie, mais cette fois on a une équipe formidable. Tu dois être vraiment très bon, Harry. » Dubois en sautait de joie. « Il faut qu'on y aille, » dit George. « Il paraît que Lee Jordan a trouvé un nouveau passage secret pour sortir de l'école. » Je parie que c'est celui qui se trouve derrière la statue de Grégory le Hautain. On l'avait déjà repéré dès la première semaine. À tout à l'heure. Fred et George étaient à peine partis que quelqu'un de beaucoup moins sympathique apparut.
C'était Malfoy, accompagné de Crabbe et Goyle. Alors, c'est ton dernier repas, Potter. Quand est-ce que tu retournes chez les Moldus ? Tu faisais moins le fier quand tu n'avais pas tes petits copains avec toi, répliqua Harry avec froideur. Le qualificatif de petit ne convenait guère à Crabbe et Goyle, mais les professeurs étaient nombreux autour de la grande table et ni l'un ni l'autre ne put faire grand-chose à part froncer les sourcils. « Je te prends quand tu veux, » dit Malfoy vexé. « Cette nuit, si ça te convient. Duel de sorciers. Baguette magique uniquement. Pas de contact physique. » « Qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne sais pas ce que c'est qu'un duel de sorciers ? » ?»« Bien sûr que si, » intervint Ron. « Et je veux bien être son second. Et toi, tu prends qui comme second ?» Malfoy se tourna vers Crabbe et Goyle et les évalua du regard. « Crabbe, dit-il, à minuit, d'accord ? On se retrouve dans la salle des trophées. Elle n'est jamais fermée. » Lorsque Malfoy et ses amis furent partis, Ron et Harry se tournèrent l'un vers l'autre. « Qu'est-ce que c'est que ça, un duel de sorciers ?» demanda Harry. « Et qu'est-ce que tu entends par second ?»« Le second est là pour prendre ta place si tu es tué, » répondit Ron d'un ton dégagé. « Mais on ne meurt que dans les vrais duels, avec des vrais sorciers. Tout ce qui va arriver à faire, Malfoy et toi, tout ce que vous arriveriez à faire, Malfoy et toi, c'est de vous envoyer des étincelles. Vous ne vous y connaissez pas suffisamment en magie pour vous faire du mal. Je suis sûre qu'il s'attendait à ce que tu refuses. Et si rien ne se passe quand j'agiterai ma baguette ? Oh, jette-la par terre et donne un coup de poing sur le nez de Malfoy, suggéra Ron. Excusez-moi, dit une voix. Harry et Ron levèrent la tête. C'était Hermione Granger. « On ne peut pas dîner en paix » grommela Ron. Hermione ne fit pas attention à lui et s'adressa à Harry. « J'ai entendu ce que vous disiez avec Malfoy. Il n'est pas question que vous vous promeniez la nuit dans le château. Vous avez pensé au point que vous ferez perdre à Gryffondor si jamais vous êtes pris ? Et vous serez forcément pris. C'est vraiment très égoïste de votre part. » « Et ça ne te regarde vraiment pas » ajouta Harry. « Au revoir, bonne soirée, » dit Ron. La nuit promettait de ne pas être de tout repos, pensa Harry tandis qu'il attendait, allongé sur le lit, l'heure d'aller au rendez-vous. Ron avait passé la soirée à lui donner des conseils. « S'il essaye de te jeter un sort, arrange-toi pour esquiver. Je ne me souviens plus de ce qu'il faut faire pour les neutraliser. » Il y avait de grands risques qu'il se fasse prendre par Rusard ou Miss Teigne, et Harry pensait qu'il tentait un peu trop la chance, mais il avait enfin l'occasion de battre Malfoy une bonne fois pour toutes, et il ne fallait pas le laisser échapper. « 11h30, murmura Ron, il est temps d'y aller. » Ils enfilèrent leurs robes de chambre, prirent leurs baguettes magiques et descendirent l'escalier en colimaçon qui menait à la salle commune. Quelques braises rougeoyaient encore dans l'âtre et les fauteuils avaient l'air de créatures informes, tapis dans la pénombre. Ils avaient presque atteint le trou qui permettait de sortir de la pièce lorsqu'une voix s'éleva derrière eux. « Je n'arrive pas à croire que tu puisses faire une chose pareille, Harry. » La lueur d'une lampe tremblota dans l'obscurité et Hermione Granger apparut, vêtue d'une robe de chambre rose, les sourcils froncés. « Retourne te coucher, toi !» lança Ron avec fureur. « J'ai failli tout raconter à ton frère !» répliqua Hermione. « Percy est préfet, il pourrait empêcher ça. » Harry n'avait jamais vu quelqu'un montrer une telle obstination à se mêler des affaires d'autrui. « Allez, viens, » dit-il à Ron. Il fit pivoter le portrait de la grosse dame et passa par le trou. Mais Hermione n'était pas décidée à abandonner la partie aussi facilement, et elle franchit le trou à la suite de Ron en émettant des sifflements d'oies furieuses. « Vous vous en fichez de Gryffondor ? Si vous ne pensez qu'à vous-même !»
Je ne veux pas que ce soit Serpentard qui gagne la coupe et que vous fassiez perdre tous les points que j'ai gagnés avec McGonagall. Ah, va-t'en. Très bien, mais je vous aurais prévenu. Demain, quand vous serez dans le train parce qu'on vous aura renvoyé, vous vous souviendrez de ce que je vous ai dit. Vous êtes vraiment des... Mais ils ne surent pas ce qu'ils étaient, car en voulant faire à nouveau pivoter le portrait de la grosse dame pour retourner dans son dortoir, Hermione s'aperçut que la toile était vide. La grosse dame était allée se promener, laissant Hermione à la porte. « Ah, qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» dit-elle d'une petite voix aiguë. « Ça te regarde, » répondit Ron. « Nous, il faut qu'on y aille. Sinon, on va être en retard. » Mais avant qu'ils aient pu atteindre le bout du couloir, Hermione les avait rattrapés. « Je viens avec vous, » dit-elle. « Certainement pas. » C'est gentil, Dragon. Drague, pardon. Vous ne croyez pas que je vais attendre là que Rusard vienne me chercher? S'il nous trouve tous les trois, je lui dirai la vérité, que j'ai essayé de vous faire revenir, mais que je n'ai pas pu. Vous pourrez témoigner en ma faveur. « Tu manques pas de culot ?» répliqua Ron à voix haute. « Taisez-vous tous les deux » dit sèchement Harry. « J'ai entendu quelque chose. » On aurait dit que quelqu'un reniflait. « Mystaigne ?» chuchota Ron en scrutant l'obscurité. Mais ce n'était pas elle. C'était Neville Londubat. Il était couché sur le sol, en chien de fusil, et dormait profondément. Lorsque les trois autres l'approchèrent, il se réveilla en sursaut. « Ah, vous m'avez enfin trouvé ?» dit-il. « Ça fait des heures que je suis là. Je n'arrivais pas à me souvenir du mot de passe pour retourner au dortoir. »« Ne parle pas trop fort, » dit Ron. « Le mot de passe, c'est groin de porc. Mais ça ne te servira à rien, la grosse dame est allée se promener. »« Comment ça va, ton poignet ?» demanda Harry. « Très bien, » dit Neville. « Madame Promfresh m'a arrangé ça en 2 minutes. »« Parfait, à plus tard, Neville. On a quelque chose à faire. »« Oh non, ne me laissez pas tout seul, » dit Neville en se relevant. Le baron sanglant est déjà passé 2 fois. Ron regarda sa montre et jeta un coup d'œil furieux à Hermione et à Neville. « Si on se fait attraper à cause de vous, dit-il, je vous jure que j'apprendrai à vous jeter un sort dont vous ne vous remettrez pas. » Hermione s'apprêtait à répondre, mais Harry lui fit signe de se taire et se remit en chemin. Ils parcoururent des couloirs zébrés de rayons de lune qui projetaient l'ombre des croisées au sol. À chaque tournant, Harry s'attendait à se retrouver nez à nez avec Rusard ou Mystaigne, mais ils eurent la chance et parvinrent à monter sans encombre au 2e étage où se trouvait la salle des trophées. Probe lecture tout millionnaire. Merci Izzy. Malfoy et Crabbe n'étaient pas encore arrivés. Derrière les vitrines de cristal, des coupes, des écus, des plateaux, des statuettes d'or et d'argent étincelaient dans la pénombre à la lueur du clair de lune. Harry sortit sa baguette magique, au cas où Malfoy se serait caché quelque part pour l'attaquer par surprise. Ils attendirent quelques minutes, mais rien ne se produisit. « Il est en retard. Peut-être qu'il s'est dégonflé » murmura Ron. Au même instant, un bruit dans la pièce voisine les fit sursauter. Harry brandit sa baguette et ils entendirent une voix, mais ce n'était pas celle de Malfoy. Oui, 500 follow, pas sub. Attendez, le jour où j'aurai 500 subs... on a combien de follow? Bientôt falloir que je tire au sort, non? Plus que 6 follow, il faut que je tire au sort pour le giveaway. Cherche, ma belle, cherche bien. Ils doivent se cacher dans un coin. Jure, il y a le prince Babouche.
C'était Rusard qui parlait à Mystaigne. Frappé d'horreur, Harry fit des signes désespérés aux 3 autres pour qu'ils s'enfuient le plus vite possible. Ils filèrent en silence jusqu'à la porte opposée et parvinrent tout juste à la franchir avant que Rusard entre dans la salle des trophées. « Il y a quelqu'un qui doit se cacher quelque part, » marmonna-t-il derrière eux. Suivi des 3 autres, bonne nuit, Kung. Merci pour le meilleur support que j'ai eu. Gros bisous. J'en étais où ? Suivi des 3 autres, Harry s'engagea dans une longue galerie où s'alignaient des armures. Ils entendirent Rusard qui se rapprochait et Neville poussa brusquement un cri apeuré. Il se mit à courir, trébucha, essaya de se rattraper en saisissant Ron par la taille, et tous 2 tombèrent en renversant une armure. Le vacarme qui s'ensuivit aurait suffi à réveiller tout le château. « On file !» cria Harry, et ils se mirent à courir sans se donner le temps de se retourner. Parvenus à l'extrémité de la galerie aux armures, ils prirent un virage serré et foncèrent à toutes jambes à travers un dédale de couloirs. Harry avait pris la tête de groupe sans avoir la moindre idée de l'endroit où il se trouvait, ni de la direction qu'il suivait. Ils passèrent derrière une tapisserie et s'engouffrèrent dans un passage secret qu'ils parcoururent sans ralentir l'allure. Ils se retrouvèrent alors près de la salle où avaient eu lieu les cours d'enchantement et qui était située à des kilomètres de la salle des trophées. Bonne nuit, Babouche. Je crois bien qu'on l'a semé, dit Harry, hors d'haleine. Neville, plié en 2 par un point de côté, essayait de retrouver sa respiration en émettant toutes sortes de bruits bizarres. Trotte. Je t'en prie. Je vous avais prévenu, dit Hermione, le souffle court. Il faut retourner à la tour de Gryffondor, dit Ron, et on a intérêt à se dépêcher. Malfoy t'a tendu un piège, dit Hermione à Harry. J'espère que tu t'en rends compte. Il n'avait pas la moindre intention d'aller au rendez-vous, mais il a dû dire à Rusard que quelqu'un s'apprêtait à entrer dans la salle des trophées. Harry pensa qu'elle avait sans doute raison, mais il n'allait certainement pas le reconnaître. « Allons-y, dit-il. Ce n'était pas si simple, cependant. Il avait à peine fait 10 mètres qu'ils virent quelque chose jaillir de la salle de classe juste devant leur nez. C'était Peeves, l'esprit frappeur. En les voyant, il poussa une exclamation ravie. « Oh, alors les petits nouveaux, on se promène dans les couloirs à minuit ? Ah, je devrais peut-être le dire à Rusard !» déclara-t-il d'une voix vertueuse. « Pour votre propre bien !» ajouta-t-il, les yeux brillants de malice. « Fiche le camp, laisse-nous passer !» lança Ron en faisant un geste pour écarter Peeves. C'était une grave erreur. « Élève, hors du couloir !» hurla aussitôt Peeves. « Élève, hors du dortoir ! Dans le couloir des enchantements !» Ils se baissèrent pour passer sous l'esprit frappeur et coururent à toutes jambes jusqu'au bout du couloir où ils tombèrent sur une porte verrouillée. « On est fichus !» gémit Ron tandis qu'ils essayaient vainement d'ouvrir la porte. « C'est la fin pour nous !» Ils entendaient les bruits de pas de Rusard qui couraient le plus vite qu'il pouvait dans la direction d'où provenaient les cris de Peeves. « Pousse-toi !» grogna Hermione. Elle prit la baguette magique de Harry, tapota la serrure et murmura « Allô, Omora !» Il y eut alors un petit déclic et la porte pivota sur ses gonds. Ils se précipitèrent dans l'ouverture et refermèrent aussitôt derrière eux et collèrent l'oreille contre le panneau pour écouter ce qu'il se passait. Oui, c'est vrai, Peeves, il n'a pas été fait dans les livres, c'est trop triste. Merci, Babouche. « Où sont-ils allés, Peeves ?» demandait Rusard. « Vite, dis-moi. » On dit « Où sont-ils allés ?» Ah, pardon. « On dit « Où sont-ils allés, s'il te plaît ?»
quand on est poli. Ça suffit, Peeves. Ce n'est pas le moment de faire l'idiot. Par où sont-ils partis? Je dirai quelque chose quand on me dira s'il te plaît, chantonna Peeves sur un ton plus exaspérant. Bon, d'accord, s'il te plaît. Quelque chose. Je vous avais prévenu. Je dirai quelque chose quand on me dira s'il te plaît. Harry et les 3 autres entendirent un bruit semblable à une rafale de vent. C'était Peeves qui prenait la fuite tandis que Rusard lançait des jurons furieux. Il pense que la porte est verrouillée, chuchota Harry. Je crois qu'on va s'en tirer. Qu'est-ce qu'il y a? Dit-il à Neville qui le tirait par la manche depuis un bon moment. Comme Neville insistait, Harry se retourna. Pendant un instant, il se demanda s'il ne faisait pas un cauchemar. Avec tout ce qui venait de se passer, c'en était trop. Car il ne se trouvait pas dans une salle, comme il l'aurait cru au départ, mais dans un couloir. Plus précisément, dans le couloir interdit du 2e étage. Et à présent, il comprenait pourquoi l'endroit était interdit. Devant leurs yeux, un chien monstrueux remplissait tout l'espace entre le sol et le plafond. L'animal avait 3 têtes, 3 paires d'yeux étincelants d'une lueur démente, 3 museaux qui les flairaient en frémissant avec avidité, et 3 gueules bavantes hérissées d'énormes crocs jaunâtres d'où pendaient les filets de salive épais comme des cordes. Le chien se tenait immobile, ses 6 yeux fixés sur eux. S'il ne les avait pas encore dévorés, c'était sans doute parce qu'il les avait pris par surprise, pensa Harry. Mais à en juger par ses grognements qui roulaient comme le tonnerre, il n'allait pas tarder à leur bondir dessus. Harry chercha à tâtons la poignée de la porte. Entre Rusard et la mort, il choisissait Rusard. Ils sortirent à reculons, claquèrent la porte derrière eux et se mirent à courir le long du couloir à une telle vitesse qu'ils avaient presque l'impression de voler. Rusard avait dû les chercher ailleurs, car ils ne l'aperçurent nulle part. Mais peu importait, ils n'avaient plus qu'une idée en tête, mettre le maximum de distance entre le monstre et eux. Ils ne s'arrêtèrent pas de courir jusqu'à ce qu'ils furent revenus devant le portrait de la grosse dame au 6e étage. « Où êtes-vous donc allés ?» demanda le portrait en voyant leurs robes de chambre qui pendaient sur leurs épaules et leurs visages écarlates, luisants de sueur. « Aucune importance, répliqua Harry, pantelant. « Groin de porc, vite !» Le tableau pivota aussitôt. Ils s'engouffrèrent dans la salle commune et se laissèrent tomber dans les fauteuils, tremblant de tous leurs membres. Ils restèrent un long moment silencieux. Neville avait l'air d'avoir perdu à tout jamais l'usage de la parole. « Mais qu'est-ce qui leur prend de garder un truc pareil dans une école ?» dit enfin Ron. « S'il y a un chien au monde qui n'a pas besoin d'exercice, c'est bien celui-là. » Hermione avait retrouvé à la fois son souffle et son mauvais caractère. « Ça vous arrive de vous servir de vos yeux ?» lança-t-elle. « Vous n'avez pas vu sur quoi il était ?»« Il était par terre, non ?» répondit Harry. « Je n'ai pas regardé ses pattes, j'avais suffisamment à voir avec ses têtes. »« Non, il n'était pas par terre, il était sur une trappe. On l'avait mis là pour garder quelque chose, c'est évident. » Elle se leva et les fixa d'un regard flamboyant. « J'espère que vous êtes content de vous. On aurait pu se faire tuer, ou même pire, être renvoyé. Et maintenant, si ça ne vous dérange pas, je vais me coucher. » Ron la regarda partir bouche bée. « Non, ça ne nous dérange pas, dit-il. On dirait vraiment que c'est nous qui l'avons obligé à venir. » Ça fait ça un enfant? Harry, lui, remonta dans le couloir en pensant à ce qu'avait dit Hermione. Le chien était là pour garder quelque chose. Qu'avait dit Hagrid déjà? Que Gringotts était le meilleur endroit pour cacher un objet, en dehors de Poudlard peut-être.
Apparemment, Harry avait découvert où se trouvait désormais le petit paquet enveloppé de papier craft que Hagrid était allé chercher dans la chambre forte numéro 713.